Bienvenue dans le cours de physique 2. Toujours, nous sommes en train de regarder l'électrostatique. Et aujourd'hui, nous allons regarder la leçon numéro 2. L'intitulé de la leçon est « Le théorème de Gauss et ses applications ». Voici les différents points qui vont être abordés au cours de cette leçon. Tout d'abord, nous commencerons par rappeler ou définir qu'est-ce que c'est l'orientation d'une surface. Ensuite, nous introduirons la notion de flux. Il faut savoir que le flux est une grandeur qui est souvent calculée dans les problèmes physiques, et on la rencontre beaucoup en électromagnétisme. Ensuite, nous rappellerons ce que c'est un angle solide, et nous verrons la manière de quantifier un angle solide. Le quatrième point concerne le théorème de Gauss. Donc, on présentera le théorème de Gauss et on donnera la justification de ce théorème. Un point particulier sera abordé qui concerne la manière avec laquelle on va appliquer le théorème de Gauss. Donc, on va s'interroger sur ce qu'on appelle les symétries du champ. Et nous finirons cette leçon par deux applications qui exploiteront le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique. Premier point, donc l'orientation d'une surface. Donc, vous avez sur le schéma qui est sur cette figure-là, la représentation très schématique d'une surface. Évidemment, c'est une surface quelconque. Donc, pour décrire cette surface-là, il faut associer d'une part des éléments de surface de taille élémentaire. C'est ce qui est représenté ici par l'espèce de grille que nous avons sur la surface. Chaque élément de surface va être représenté par une quantité de surface qui peut être obtenue simplement en faisant le produit entre deux déplacements élémentaires. Alors évidemment, l'expression de cette quantité va dépendre beaucoup du système de coordonnées qu'on va utiliser. Et donc là, je vous renvoie au cours de mathématiques qui concerne les différents systèmes de coordonnées. En tout cas, en physique, nous serons amenés à utiliser de nombreux, différents systèmes, le système cartésien, le système cylindrique ou le système sphérique. Donc, pour l'expression effective du terme D2S ici, il faudra connaître les déplacements élémentaires. Ce qui est supplémentaire à la valeur de cette surface-là, c'est son orientation. Alors, on définit l'orientation de la surface comme un vecteur qui est localement normal à la surface, et il s'agit d'un vecteur unitaire qui indique simplement l'orientation de la surface. Alors, ce vecteur n'est pas toujours défini de manière indépendante par rapport à ce qu'on appelle le contour. En effet, vous avez bien remarqué ici que ce vecteur D de S, ou le vecteur normal à la surface, peut être aussi bien dessus que dessous. Alors, en réalité, lorsque nous sommes dans des problèmes de physique, eh bien, on associe souvent l'orientation de ce vecteur-là à une orientation d'un contour. Et cette orientation se fait selon le sens de ce qu'on appelle le sens direct, qu'on peut repérer par sa main droite. Donc vous avez le principe, si vous faites tourner dans le plan votre main droite, vous allez avoir la direction des doigts, et puis le pouce indique une direction particulière. C'est cette direction-là qui constitue ce qu'on appelle le trièdre direct. Et c'est cette direction-là qu'on va en réalité utilisée lorsque nous avons une surface qui s'appuie ici sur un contour, c'est ce que vous avez ici, donc on tourne dans ce contour-là et automatiquement on définit cette surface. Bien, ceci étant dit, on va maintenant regarder le flux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le flux? On va d'abord parler de flux élémentaire. Supposons que nous avons un champ de vecteurs. Dans notre cas, ce sera le champ électrique.
et ce champ électrique a une certaine valeur sur un élément de surface D de S. Lorsqu'on fait le produit E fois D de S, donc on trouve une quantité. Ici, il s'agit d'un produit scalaire, donc on va trouver une quantité scalaire que nous notons D de phi, et on appelle ça le flux élémentaire. Si on calcule le flux sur une surface entière, eh bien, il suffit de faire l'intégration de ce terme-là, c'est-à-dire du D de phi, sur la surface en question. Enfin, le flux sur une surface fermée, eh bien, se note de cette manière-ci. Donc, on va calculer le flux sur la totalité d'une surface, et ce symbole-là indique qu'il s'agit d'une surface fermée. Alors, ce type de calcul, c'est ce qu'on appelle un calcul de flux, est souvent utilisé en physique en général et en électromagnétisme en particulier. Il a une signification physique, bien entendu. Pour prendre un exemple assez simple, imaginez que vous avez un tuyau dans lequel il y a de l'eau qui circule. La vitesse de l'eau n'est pas la même partout dans tous les éléments du tuyau. Eh bien, si vous calculez le flux de la vitesse de l'eau sur la section de tuyau, vous allez trouver le débit, c'est-à-dire le nombre de litres par seconde ou dans d'autres unités. Donc le flux, ça a un peu cette signification-là. Donc ici, le flux du champ E va donner un peu cette opération-là. Alors, on va essayer justement d'estimer, ou plutôt de calculer, le flux d'une charge ponctuelle. Alors, on va considérer que nous avons une charge électrique qui est située au centre d'une sphère, et on va essayer de calculer le flux de la charge électrique, le flux du champ créé par la charge électrique, que j'ai représenté ici par ce vecteur-là, à travers une sphère dont on connaît le rayon. Donc, on va d'abord exprimer le champ électrique en tout point de cette surface. Donc, nous avons simplement quelque chose qui s'exprime sous cette forme simple, puisque nous les avons vus dans le précédent cours. Donc, qu'est-ce qui change d'un point à un autre? Eh bien, c'est uniquement le vecteur d'orientation du champ électrique. Sinon, l'amplitude du champ électrique lui-même est une constante si on choisit une surface. Maintenant, si je prends un élément de surface sur la sphère, si je prends un élément de surface sur la sphère, eh bien, on voit bien que l'orientation de la surface de cet élément-là est toujours orientée dans le même sens que le champ électrique. De cette manière-là, nous allons écrire que E ds est égal à, le produit scalaire des deux vecteurs E ds est égal simplement au produit de E fois ds. Si je calcule maintenant le flux sur la surface tout entière, eh bien le flux, ça sera ce produit-là. Comme ce terme-là est une constante, puisque je suis sur une sphère, il suffit simplement de multiplier ce terme-là par la surface d'une sphère. La surface d'une sphère, dans le cas qui nous intéresse, on sait qu'elle a le rayon R, le même que celui que nous avons utilisé pour calculer le champ électrique. Donc cette surface-là est égale à 4 pi r carré. Le total nous donne un flux qui est égal à Q, Q étant la valeur de la charge électrique, divisé par epsilon 0. Ce qui est remarquable dans ce résultat-là, c'est qu'il est indépendant de la position de la sphère. Quel que soit le rayon de la sphère, on va trouver toujours ce résultat-là. Le flux de cette charge ponctuelle ne dépend que de la valeur de la charge que nous avons ici. On va essayer maintenant de généraliser ce résultat, mais avant cela, on va introduire la notion d'angle solide. Alors, on va faire une analogie avec un angle. On sait que si nous sommes situés dans un plan et que nous définissons un centre de ce plan-là, qui sera en quelque sorte un point d'observation, on définit un angle par
une proportion du plan. Alors, comment on calcule cet angle-là? Eh bien, en utilisant simplement la relation suivante, on va calculer la longueur d'un arc de cercle. Donc ici, on va tracer à partir de ce point-là un cercle de rayon R et on va mesurer cette longueur-là. Ensuite, on va diviser la longueur de cet arc par le rayon, ce qui nous donne un angle. Et évidemment, vous savez tous que si je fais le tour entier de ce cercle-là, eh bien, j'obtiens la circonférence d'un cercle, c'est-à-dire que mon L est égal à 2π fois R, et si je divise par R, eh bien, j'obtiens un angle qui décrit le plan entier, qui est 2π radians. Donc ça, c'est la définition que nous avons pour un angle. Nous allons généraliser ça dans l'espace. Alors, dans l'espace, notre cercle va se transformer en une sphère, et notre angle va se transformer en ce que nous allons appeler un angle solide. Pour cela, nous allons délimiter dans l'espace un cône qui est centré sur le centre de cette sphère. La sphère a un rayon quelconque et je vais associer l'angle solide que j'ai appelé oméga ici à la surface coupée par ce cône divisé par le rayon au carré. Donc c'est simplement par analogie par rapport à l'angle. Donc vous voyez ici, la longueur s'est remplacée par une surface et le rayon s'est remplacé par un rayon carré. Si je regarde maintenant l'espace total, eh bien la surface que je dois prendre en considération, c'est la surface de la sphère. Donc c'est 4π r carré divisé par r carré, j'obtiens un espace, enfin j'obtiens un angle solide pour l'espace tout entier qui est de 4π et l'unité qu'on utilise est le stéradian. Le demi-espace sera évidemment de 2π. Le quart de l'espace sera π, etc., etc. Alors, c'est ce concept d'angle solide qu'on va essayer de généraliser pour n'importe quelle surface dans l'espace, et non pas simplement la surface que nous avons sur une sphère. Donc on va imaginer que nous avons un point d'observation O et que nous avons un élément de surface quelque part dans l'espace. Alors évidemment ici il est représenté sous forme circulaire, mais il peut avoir n'importe quelle forme. Alors à cet élément de surface, on va lui associer évidemment son vecteur d'orientation, le vecteur unitaire. Et cet élément de surface est espacé d'une distance r par rapport au centre d'observation. Je vais donc définir ou associer à cet élément de surface un angle solide. Cet angle solide sera également associé évidemment au point d'observation. Donc mon élément de surface ds, je le connais. Un élément d'angle solide que j'ai noté d de oméga s'obtient par, en réalité, la projection de cette surface-là sur le vecteur normal, enfin, ou le vecteur constitué par le point d'observation et la surface, c'est-à-dire sur la figure, cet axe-là. Donc vous voyez que si on fait cette opération-là, eh bien j'ai fait la projection donc, de ma surface qui s'exprime sous la forme n fois ds, donc ça c'est l'expression de la surface, multiplié par le vecteur d'orientation dans cette direction-là, qui sera r sur, enfin r en vecteur sur r, divisé par r carré, pour retrouver la notion d'élément de surface divisé par le rayon au carré. Ce qui fait que mon angle solide, d de oméga, va s'exprimer comme d de s, donc la surface en question, multiplié par cosinus θ, θ étant l'angle qui décrit l'orientation de la normale à la surface par rapport à l'axe, et r carré étant la distance entre le point d'observation et la surface en question. Si je considère maintenant que j'ai
en ce point-là une charge Q, donc je situe au point d'observation une charge élémentaire Q, je peux calculer maintenant le flux créé par le champ électrique dû à cette charge-là, que j'ai appelé D2φ, donc E fois ds. E sera le champ électrique mesuré sur la surface, donc ça sera Q sur 4pi epsilon 0 multiplié par R carré, multiplié par D de S, c'est-à-dire le flux, l'élément de surface. Et comme il s'agit d'un produit scalaire, eh bien, il suffit simplement de tenir compte de l'orientation relative des deux vecteurs, ce qui fait introduire le cosinus θ que vous avez ici. Et donc, si on se rappelle de l'expression de D de oméga que nous avions établie juste sur le transparent précédent, eh bien, nous obtenons que l'élément de flux, D de phi, est proportionnel à la charge Q, évidemment proportionnel à l'angle solide, et c'est tout. Il ne dépend plus de la distance entre le point d'observation et la position de l'angle solide. Si on considère maintenant une surface quelconque, donc là je vais prendre une surface fermée quelconque, à l'intérieur de la surface j'ai une charge ponctuelle dont je connais la valeur, et je vais essayer de voir que devient le flux lorsque je calcule le flux du champ électrique sur une surface qui n'est plus une sphère, une fois encore, qui est une surface quelconque, mais fermée. Donc là, on reprend le même schéma que tout à l'heure. Donc je vais obtenir simplement une orientation par élément de surface. Je vais pouvoir calculer un angle solide d de oméga. Donc je sais que cet angle solide, je l'ai déjà établi dans les transparents précédents, se met sous cette forme-là. Ensuite, eh bien, je fais introduire donc l'élément de flux d de phi et de EDS. Donc ça, c'est un calcul que nous avons établi tout à l'heure. Or, ce terme-là, celui qui intervient ici, c'est-à-dire le d de s multiplié par cosinus θ divisé par r carré n'est autre que l'angle solide d de oméga. L'angle solide associé à la surface d de s. Donc, l'élément de flux d de phi est égal à Q sur 4pi epsilon 0 multiplié par d de oméga. Maintenant, si je calcule le flux sur la surface entière, eh bien, il faut que je prenne l'angle solide qui représente la totalité de cette surface-là. Alors, si la surface n'était pas entière, on peut calculer l'angle solide dans un système de coordonnées sphériques si on connaît les angles θ et φ. Donc, on ne va pas le faire ici, mais j'ai simplement donné l'expression pour savoir comment peut-on le calculer si la surface n'était pas complètement fermée. Ici, le cas est très simple puisqu'il s'agit d'une surface fermée. Donc, il suffit de prendre la totalité de l'espace et on obtient simplement les 4pi. Évidemment, on peut vérifier facilement que ce 4pi, on l'obtient en intégrant sur tout l'espace, c'est-à-dire l'angle θ de 0 jusqu'à pi et l'angle phi de 0 jusqu'à 2pi, tout ceci dans une description, dans un système de coordonnées sphériques. Maintenant, je suis capable de calculer le flux sur la surface, donc il suffit que je calcule l'intégrale sur la surface tout entière, c'est ce qui est décrit ici. Donc Q sur 4pi epsilon 0 est une constante, elle ne dépend pas de la surface, elle dépend uniquement de la valeur de la charge Q, et j'intègre sur tous les éléments solides. Or ça, je viens de calculer que c'est 4pi. Donc j'obtiens un résultat remarquable et simple, à savoir que le flux du champ électrique sur une surface fermée est égal à Q sur epsilon 0. Attention, le calcul qui est fait ici est tout à fait général. La forme de la surface est tout à fait quelconque. Ce n'est pas le calcul à travers une sphère comme nous l'avons fait auparavant. Ici, nous avons généralisé ce résultat-là, c'est-à-dire que je peux prendre n'importe quelle forme de surface. Si je calcule le flux du champ électrique créé
par la charge ponctuelle à travers cette surface-là, eh bien, je vais trouver que mon flux est directement proportionnel à la quantité de charge électrique et le facteur de proportionnalité n'est autre que le coefficient epsilon 0, et plus exactement 1 sur epsilon 0. On va maintenant préparer, on a préparé le terrain pour énoncer le théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss, c'est quelque chose qui va se déduire à partir des calculs élémentaires de flux que nous avons faits. Donc, en réalité, il suffit d'appliquer le théorème de superposition et considérer non plus que nous avons une seule charge qui crée un champ, mais on a plusieurs charges et chacune de ces charges crée un champ, et on applique le théorème de superposition en disant eh bien, que l'ensemble des champs créés, on peut les obtenir en calculant les champs un par un, puis en faisant la somme des différents champs obtenus. Donc, en réalité, c'est ce qu'on fait. Si je prends une surface à condition qu'elle soit fermée, eh bien, si j'ai une distribution de charge à l'intérieur, je sais que cette distribution de charge, où chaque élément de la distribution de charge va créer un élément de champ électrique. Si je somme toutes les distributions de charge, elles vont me donner un champ électrique total. Et si je calcule le flux de ce champ électrique total, eh bien, j'ai à obtenir que c'est la somme de toutes les charges que j'ai à l'intérieur, c'est ce que veut dire l'indice ici INT, donc les charges intérieures, divisé par epsilon 0. Donc, ce n'est, une fois encore, qu'une application du fameux théorème de superposition. Alors, on peut maintenant généraliser pour un ensemble de charges variées, donc ça peut être des charges ponctuelles ou des charges distribuées, et on obtient l'expression générale suivante. Le flux du champ électrique à travers toute surface fermée s'obtient par la relation suivante, la somme de toutes les charges internes, que ces charges soient de nature ponctuelle ou associées à une distribution en volume, à une distribution en surface ou à une distribution linéique. Le tout, c'est d'être capable ou de connaître les différentes sources de charges et de les sommer toutes pour obtenir la charge totale. Une question qu'on peut se poser, on a considéré uniquement les charges qui sont à l'intérieur de la surface. Que se passe-t-il lorsque les charges sont sur la surface elle-même? Alors, on ne va pas refaire la démonstration du théorème de Gauss, mais on peut simplement remarquer la chose suivante. Lorsque nous avons fait le calcul du théorème de Gauss, qu'est-ce qui nous a donné la totalité des charges internes? C'est le fait qu'on avait un angle solide sur lequel on voyait la surface sur laquelle on fait le calcul de flux qui représentait l'espace tout entier. Donc ça nous a donné un facteur 4π, et c'était ce 4π-là qui s'est simplifié avec le 4π venant de l'expression du champ électrique. Eh bien, si on a une charge qui est sur la surface, on comprend facilement que si la charge est sur la surface, et si je veux voir toute la surface à partir d'un point qui est sur la surface, eh bien, ma surface va représenter la moitié de l'espace et non pas la totalité de l'espace. Ce qui me permet de dire que l'angle solide, dans ce cas-là, ne sera plus 4π, mais 2π. D'où le facteur 1,5 qui apparaît ici, et qui est associé directement à la surface. Donc, pour résumer sur le flux, on peut dire que le théorème de Gauss nous dit que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à l'ensemble des charges internes divisé par epsilon 0 plus l'ensemble des charges en surface divisé par 2 epsilon 0. Pour être complet, il reste à considérer
le cas des charges externes, puisque si nous avons une surface, nous avons regardé ce qui se passe pour les charges internes, on vient de voir ce qui se passe pour les charges sur la surface. Qu'en est-il des charges externes? Voici la situation de tout à l'heure, enfin la même surface, et je vais essayer de regarder qu'est-ce qui se passe pour une charge externe. Alors, le calcul du flux pour cette charge externe va concerner deux surfaces, deux éléments de surface. Le premier qui est ici, D2S1, et le deuxième qui est ici, D2S2. Évidemment, les valeurs de D2S1 et D2S2 ne sont pas les mêmes. Par contre, ce qui est identique, c'est l'angle solide à travers lequel on voit la surface D2S1 et la surface D2S2. On va avoir donc, lorsqu'on va calculer le flux de cette charge externe, une contribution qui est due à cette surface-là, qu'on va appeler D2φ1, et une contribution qui est due à cette surface-là, qu'on va appeler D2φ2. Ce qui est important de remarquer, c'est que ces surfaces D2S1 et D2E2 correspondent à deux angles solides que j'ai notés, D de oméga 1 et D de oméga 2. Comme je viens de l'expliquer, il s'agit en réalité du même angle solide que j'ai noté, D de oméga. Une autre remarque, les surfaces, comme on le voit clairement, sont orientées en sens opposé l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'angle normal à cette surface-là et l'angle normal là ne sont pas orientés dans le même sens. Ce qui va automatiquement induire que le flux D de φ1 dû à cette surface-là et le flux D de φ2 dû à cette surface-là sont opposés en signe et sont égaux au module. Parce que, alors ils sont égaux au module, pourquoi? Eh bien parce qu'ils correspondent au même angle solide. Et ils sont opposés en signe, pourquoi? Eh bien parce qu'ils correspondent à deux orientations du vecteur orientation de surface qui sont opposées l'une par rapport à l'autre. Ce qui veut dire qu'en définitive, lorsque je vais sommer les deux contributions de flux, eh bien je devrais trouver un flux total qui est nul. En résumé, lorsque j'ai une charge externe à la surface, et si je calcule le flux du champ électrique à travers cette surface-là, eh bien, toute charge externe n'apporte aucune contribution à ce flux. Bien, maintenant, nous allons appliquer le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique dans certaines situations et montrer justement la puissance de ce théorème. Pour aborder cette question, je dois introduire quelque chose qui est relatif à la symétrie dans les situations physiques que nous sommes amenés à étudier. L'une des observations les plus importantes à faire lorsqu'on a un problème physique, c'est de bien regarder si nous avons des simplifications qui peuvent être obtenues, en particulier grâce à la symétrie. Il y a un principe qu'on appelle le principe de Curie, qui dit que les éléments de symétrie des causes, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, ce sera les charges électriques et leur répartition, se retrouvent dans les effets produits, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, le champ électrique et le potentiel dans les prochaines leçons. Donc il faut observer de manière de très près s'il existe des symétries ou pas dans les structures qu'on veut étudier. Exemple, si on prend un champ qui est créé par un plan conducteur, qui est chargé de manière uniforme, eh bien on va se rendre compte que ce champ électrique ne dépend pas de la position sur le plan lui-même, mais il dépend uniquement de la distance entre le point d'observation et le plan, c'est-à-dire la distance par rapport au plan. Pourquoi? Eh bien parce que dans le plan conducteur,
Et donc, dans tous les plans qui sont parallèles au plan conducteur, toutes les situations physiques ou tous les points sont physiquement équivalents puisque le plan est considéré infini dans les deux dimensions. Et donc, on ne peut pas avoir deux directions privilégiées dans le plan conducteur. Ceci amène tout de suite au choix du système de coordonnées. Évidemment, à chaque symétrie va correspondre un choix de système de coordonnées. Pour le plan, par exemple, le conducteur, il est évident ici qu'il faut prendre un axe qui sera perpendiculaire au plan conducteur, et puis dans le plan lui-même, a priori, toutes les directions sont équivalentes. Mais on ne pourra pas, par exemple, dans le cas d'un plan, choisir un système de coordonnées sphérique, puisqu'on ne sera pas toujours à la même distance par rapport à un plan. En tout cas, on ne peut pas la décrire de manière simple dans un système de coordonnées sphériques. La recherche des invariances et des symétries de la répartition de la charge est aussi un problème important et qu'il faut le faire à chaque fois que nous avons une situation physique à observer. La recherche des invariances permet de limiter le nombre de variables dans l'espace. C'est ce qu'on vient de voir en particulier avec le champ au-dessus d'un plan conducteur. Deuxième point, c'est l'étude des plans de symétrie. Donc, si nous avons des plans de symétrie ou d'antisymétrie, eh bien, ceux-ci permettent de préciser l'orientation d'un vecteur. En ce qui nous concerne, ce sera par exemple le champ électrique. On peut distinguer entre deux cas. Un cas qu'on appelle de forte symétrie. Dans ce cas-là, en fait, on constate que le champ où les effets ne vont dépendre que d'une seule coordonnée. C'est exactement le cas du plan conducteur que j'ai cité tout à l'heure. Donc cette fois-ci, on est en présence de deux invariances. La direction du champ est connue et l'application du théorème de Gauss donne rapidement le champ. Par contre, si on est dans le cas de faible symétrie, donc c'est le cas où on a deux coordonnées au plus qui interviennent au niveau des expressions du champ ou du potentiel, et bien souvent la surface de Gauss est complexe. Il n'est pas facile de trouver une surface qui simplifie le calcul, et parfois on est amené à faire le calcul du champ directement sans passer par le théorème de Gauss. On va regarder deux exemples sur lesquels on va appliquer le théorème de Gauss. Le premier exemple concerne un champ électrique ou le champ électrique créé par un fil conducteur chargé. Donc nous supposons que nous avons un fil conducteur qui est infiniment lent, donc il n'a pas de limite ni vers le haut ni vers le bas. On suppose que ce fil conducteur est uniformément chargé et que la densité de charge est connue et nous avons noté lambda. Eh bien, une première idée nous viendrait pour calculer le champ, c'est de décomposer ce fil conducteur en ensemble de petits éléments élémentaires de courte longueur, de longueur très très courte, et puis après, à chaque élément de ces longueurs-là, par exemple, si je prends un élément de longueur ici, delta L, eh bien, il va me créer dans ce point-là, le point d'observation, un champ élémentaire qui est D de E2. De la même manière, si je prends un autre plan, il va me créer un champ D de E1. On peut ici remarquer que le fait que le fil conducteur est infiniment lent, si je prends un point particulier, eh bien, à chaque point au-dessus de ce plan-là, je peux trouver un point symétrique en dessous de ce point-là. Alors, quel serait l'intérêt de cette opération-là? Eh bien, si je prends deux points qui sont symétriques par rapport à cet axe-là, on voit bien que le champ créé par ce point-là est orienté dans cette direction-là, et que le champ créé par ce point-là est orienté dans cette direction-là. Si je fais la composante vectorielle de ces deux quantités-là, eh bien, on voit tout de suite que les composantes qui sont normales à ce plan-là, c'est-à-dire la composante venant de D de E1 qui est orientée comme ceci, et la composante venant de D de E2 orientée vers le bas, eh bien, elles vont s'annuler mutuellement et il ne restera que la composante qui est
dans cette direction-là, c'est-à-dire la composante qui est constamment perpendiculaire au fil conducteur. Nous venons simplement d'exploiter les problèmes de symétrie pour montrer que le champ électrique n'a qu'une seule composante qui est dans la direction normale par rapport au fil conducteur. Donc en résumé, on a pris un fil qui est infini, qui a une charge lambda uniforme. Il n'y a pas de direction privilégiée dans le plan dans lequel nous allons calculer le champ électrique. Donc toutes les directions, lorsqu'on tourne autour du fil, à condition qu'on reste à rayon constant, sont physiquement équivalentes. Et le champ électrique, à cause de ces symétries, eh bien, on sait qu'il est normal. Alors maintenant, pour appliquer le théorème de Gauss, on va choisir une surface sur laquelle le calcul ou l'application du théorème de Gauss est simple, connaissant ce résultat-là. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On sait que le champ électrique est constamment normal au conducteur. D'accord? On va prendre comme surface, eh bien, un cylindre de rayon donné. L'axe du cylindre n'est autre que le fil conducteur. Alors, ce qu'on sait, eh bien, c'est que l'amplitude du champ électrique, ou la valeur du champ électrique, sera nécessairement constante sur toute la surface du conducteur, puisque je suis situé à égale distance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il n'y a aucune direction privilégiée dans ce plan-là. Pour appliquer le théorème de Gauss, donc, je vais l'appliquer sur une surface fermée, donc somme de 2 de E ds. Le d de s que je vais prendre en question sera évidemment parallèle au champ électrique, puisque l'orientation du champ électrique et l'orientation de la surface sont dans la même direction. Ensuite, je vais exprimer un élément de surface. Un élément de surface, c'est le produit de deux déplacements élémentaires. D de L pour la hauteur de cette surface et R dθ pour un angle de rotation dans la surface. Donc, mon élément de surface ds serait simplement d de L multiplié par R dθ. Ce que je sais, c'est que si R est choisi constant, donc, puisque je suis sur un cylindre, ce sera le cas, eh bien, je vais obtenir un E de R qui est constant pour cette intégrale-là. Et donc, je n'ai qu'à intégrer sur dl et qu'à intégrer sur d de θ. Alors, c'est le calcul qui est fait ici. Donc, on retrouve l'amplitude du champ électrique. L'intégrale de 0 à L de dl, eh bien, c'est grand L. Et l'intégrale de dθ, de 0 jusqu'à 2π, c'est 2π. Et il nous restera R fois ER dθ. Alors, ceci, c'est égal à quoi? Eh bien, en vertu du théorème de Gauss, si j'applique le théorème de Gauss, la somme le flux à travers une surface fermée est égal à l'ensemble des charges à l'intérieur, c'est-à-dire lambda fois L, L étant la longueur de mon cylindre, sur epsilon 0. Et si je dois apporter un complément, il faut que la surface soit fermée. C'est-à-dire qu'en toute rigueur, il faut que je calcule le flux sur la surface supérieure que j'ai ici et la surface supérieure que j'ai en dessous. Or, comme mon champ électrique est constamment parallèle à ces deux surfaces-là, eh bien le flux du champ électrique sortant par cette surface supérieure ou par la surface inférieure est nul et n'apporte aucune contribution. Donc il faut faire attention, lorsqu'on applique le théorème de Gauss, il faut que la surface soit fermée. Certaines parties de la surface peuvent conduire à un flux nul lorsque le champ électrique est parallèle à la surface, mais en toute rigueur, il faut toujours que la surface soit fermée. Bon, ceci étant, donc maintenant je suis capable, à partir de cette relation-là, d'exprimer le champ électrique. Et j'obtiens que le champ électrique, eh bien, c'est lambda sur 2π epsilon 0 multiplié par 1 sur R. Bien, donc vous voyez que ce résultat très simple est obtenu par un calcul du théorème de Gauss. Donc vous voyez que c'est un outil qui est extrêmement puissant à condition qu'on identifie, comme nous l'avons fait ici, une surface qui simplifie le calcul, parce qu'il ne faut pas que le théorème de Gauss apporte une complication par rapport au calcul direct du champ électrique lorsque nous avons une situation de distribution de charge.
Donc là, nous obtenons également un résultat intéressant en ce qui concerne la variation du champ. On voit apparaître une variation en 1 sur R, R étant la distance par rapport à la source. Rappelez-vous que pour un champ créé par une charge ponctuelle, la variation du champ était en 1 sur R2. Donc on peut déjà retenir que c'est un résultat qui peut avoir quelques applications. Alors évidemment, l'exemple que j'ai présenté ici, c'est un exemple parmi de nombreux exemples d'application du théorème de Gauss. Nous verrons en début de prochaine leçon un autre exemple d'application du théorème de Gauss qui nous permettra de calculer le champ, non plus créé par un fil conducteur comme ici, mais ce sera le cas d'un plan conducteur. Donc je vous renvoie à la prochaine leçon et je vous dis au revoir.